Vos ennemis ne sont pas forcément les nôtres. Nous n'avons pas besoin de détester ou de rejeter ceux contre qui vous avez des différends commerciaux ou industriels juste pour vous faire plaisir. Ils peuvent même, dans certains cas, être nos meilleurs alliés. C'est à nous de mesurer ce qu'ils apportent et de nous organiser pour que le deal soit au moins équitable. Laissez-nous, s'il vous plaît, la liberté de choisir nos alliés. Laissez-nous, s'il vous plaît, la latitude de tenter d'autres expériences, surtout lorsque celles que vous nous proposez ne sont pas forcément concluantes, lorsqu'elles ne se démarquent pas par leur efficacité, lorsque les résultats sont si souvent nuls. Pour être gentil, on va dire lorsqu'elles tardent à produire des résultats visibles. Arrêtez de nous infantiliser. Nous sommes capables de savoir ce qui est bon pour nous. Nous sommes capables de savoir avec qui contracter. Surtout qu'au regard de notre histoire commune, vous ne pouvez pas être pris en modèle dans les accords, dans les partenariats que nous avons passés pendant les 4 derniers siècles. Après la longue et méthodique campagne contre la Chine, qui serait dangereuse pour l'Afrique, la Chine qui nous envahirait, qui nous coloniserait, la Chine immorale, sans foi ni loi, qui détruit tout sur son passage, cette fois-ci, c'est la Russie, l'ogre russe qui veut mettre le grappin sur l'Afrique. La Russie qui se déploie tous azimuts sur le continent. Il faut absolument se méfier d'elle. Il faut faire attention à ce Vladimir Poutine qui n'est pas un démocrate, à Wagner et ses mercenaires, à ces seigneurs de guerre qui ne comprendraient pas l'Afrique, qui ne respecteraient rien, des sanguinaires qui ne comprennent pas la psychologie des Africains, qui tuent femmes et enfants dans les campagnes sans distinction sur leur passage, qui manœuvrent maintenant pour s'accaparer les richesses minières de la Centrafrique et du Mali. Waouh! Quel sombre tableau! Merci pour le conseil, c'est gentil. Mais on a aussitôt envie de répondre, n'est-ce pas ce qu'ont fait les Européens sur le continent pendant les 400 dernières années? Comment peut-on résumer autrement les résultats, les conséquences de la traite négrière, puis de la colonisation et de la néocolonisation? Quelles sont les origines directes des guerres actuelles, sinon les conséquences de ce partage inique, orienté et exclusif des richesses africaines? C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, non? Chers amis européens, merci de vous préoccuper de notre avenir, de vous inquiéter de nos nouvelles fréquentations. Seulement voilà, lorsque le cancer vous ronge, lorsque ces métastases se répandent dans le corps, vous condamnent et que le médecin, chaque jour, montre son impuissance à vous guérir, comme vous le faites dans vos interventions à grand renfort médiatique, on a le droit, j'allais dire, l'obligation d'essayer les médecines parallèles. Les Africains doivent connaître la vérité, mais pas seulement celle du maître, pas seulement celle que savamment l'Occident distille à travers ses médias. Je vais vous en raconter une bonne, une de celles que l'on n'écoute pas beaucoup, celle des mercenaires russes en Centrafrique et le résultat qu'ils ont obtenu. Celle qui fait dire que la Russie lorgne de façon particulièrement offensive et violente sur les richesses de ce pays exsangue d'Afrique centrale où la guerre depuis plus de 30 ans rythme la vie des populations, où les rébellions succèdent aux rébellions, avec pourtant une présence constante des forces françaises et des Nations Unies. Cette histoire nous éclairera peut-être sur les raisons de l'éventuelle arrivée des Russes dans le chaudron malien. Une histoire qui peut également mieux nous édifier sur les raisons de la perte de terrain par Paris en Afrique. Tenez, le 30 mars 2016, c'est l'investiture de Faustin Archange Touadéra, qui vient d'être élu président de la République centrafricaine. Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères français. Jean-Yves Le Drian, représentant de la France à la cérémonie, annonce, lors de la conférence de presse, tenez-vous bien, la fin de l'opération Sangaris, pour la fin de l'année. Cette force française qui était sur place pour le maintien de la fragile paix. Le nouveau chef de l'État est surpris. On ne lui en a pas parlé. Il est sidéré. Comment va-t-il faire face aux nombreuses rébellions auxquelles il fait face? En retirant ses troupes, il est évident qu'il ne va pas tenir longtemps. C'est un nouveau coup dur pour le nouveau pouvoir. Surtout qu'en face, la rébellion gagne du terrain. Pour éviter d'être à nouveau balayée par une énième rébellion dans ce territoire où elle se multiplie au gré des intérêts minéraliers, pour essayer de conserver un semblant de paix dans ce territoire exsangue qui bat des records de coups d'État, il se rend à Paris dès le mois suivant, le 24 avril 2016, où il est reçu par le président François Hollande. Il lui demande de maintenir absolument l'opération Sangaris. Sangaris demeurera en Centrafrique, je vous l'assure, et nous ferons en sorte qu'il y ait, pour aider les forces centrafricaines, le soutien indispensable et la présence de nos militaires pour vous accompagner dans la tâche d'encadrement de l'armée centrafricaine qui est essentielle pour assurer la sécurité.
Après cette belle promesse faite avec toute la solennité dans la voix devant la presse, lorsque le président Touadéra rentre à Bangui, le ministre des Affaires étrangères français annonce, quelques jours après, le 13 mai 2016, la fin de l'opération Sangaris. Dans la foulée, le même 13 mai de l'année 2016, le président François Hollande, dans un voyage éclair et surprise à Bangui, rend visite à ses troupes où il annonce, tenez-vous bien, le désengagement militaire de la France en RCA. Il le justifie par les trop nombreuses interventions des forces françaises à l'extérieur, le Sahel, la Syrie, la Libye, etc. Ma responsabilité de chef de l'État, une fois que cette opération a été menée à son terme, et avec le succès que l'on vient de saluer, alors c'est d'y mettre un terme. Il faut noter qu'un mois et demi plus tôt, il avait assuré le chef de l'État Touadéra du maintien de l'opération Sangaris. Quel respect pour son homologue africain. Dès le mois d'octobre, Jean-Yves Le Drian vient annoncer la fin de l'opération Sangaris. Terminé, fini. Pas de bilan, pas de préparation, pas de remplacement. Démerdez-vous. De guerre lasse, le président centrafricain vient voir pour la dernière fois, le 21 mars 2017, François Hollande, et lui demande, puisqu'il est nu, puisque personne ne peut plus protéger la capitale d'une rébellion qui menace, s'il peut lui fournir au moins de l'équipement pour son armée. Une armée qui fait la risée de tous, puisque pour s'entraîner, pour ses opérations, pour les simulations, ces hommes en tenue font les exercices avec des bâtons. Oui, ils utilisent des bâtons comme fusils. Leurs images en train de mimer des bruits de coups de feu avec la bouche ont fait rire toute l'Afrique et le monde. Elles ont tellement circulé sur les réseaux sociaux. Alors pour stopper cette situation ridicule et suicidaire, le président Hollande promet 1500 armes à la RCA. Touadéra va s'en contenter. Mais ce n'est pas gagné non plus. Lorsque le président Emmanuel Macron arrive aux affaires en France, le président Faustin Archange Touadéra s'organise pour être rapidement reçu par lui à l'Élysée, dès septembre 2017. Il veut qu'on lui donne les armes promises. Il les attend toujours. Le président Macron l'informe que les armes sont disponibles, mais que leurs livraisons sont bloquées par la Fédération de Russie, qui a émis des réserves au Conseil de sécurité. Rappelons que la RCA est sous embargo depuis 2013 du fait de la grosse crise de 2012-2013. Le président Touadéra se demande alors pourquoi la Russie peut lui en vouloir au point d'empêcher qu'on lui fournisse des armes pour se défendre. Le président Macron lui recommande de solliciter la Russie pour faire lever le blocus, chose que s'empresse de faire le chef de l'État centrafricain dès son retour à Bangui. Il découvre à l'occasion qu'il existe une ambassade de Russie dans son pays. Il convoque alors l'ambassadeur et obtient le contact à Moscou pour solliciter la levée de la réserve émise par Moscou. Lors de la rencontre à Sotchi avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov lui explique que la Russie n'a rien contre la RCA, mais qu'elle applique simplement une jurisprudence qui dit que des armes saisies sur un terrain de conflit ne peuvent être à nouveau utilisées, mais doivent être détruites. C'est dans l'application de cette jurisprudence que la Russie a émis des réserves. En gros, à cette occasion, le président centrafricain découvre que les 1500 armes que la France voulait lui livrer étaient des armes qui avaient été saisies chez les Chebab, les islamistes sanguinaires de Somalie. Bref, des armes usagées qui ont déjà fait couler du sang. Au lieu de les détruire, on essayait de les refourguer, de les donner aux soldats centrafricains. Voilà pourquoi la Russie a mis son veto. Dans la conversation, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui demande de combien d'armes il s'agit en fait. Il ne savait pas. Touadéra lui dit 1500 armes. Surpris par la faible quantité, par la ridicule quantité des armes, le ministre lui promet de lui en donner autant, 1500. Amusé, il téléphone alors à son président Vladimir Poutine, qui finit même par décider qu'il va lui en donner le double, 3000. Il est neuve. Content de la moisson, le président Touadéra n'imagine pas que le nouveau veto va venir de Paris cette fois-ci, qui estime que la règle veut que pour livrer des armes à une armée, il faut qu'elle soit d'abord formée à leur maniement. Cette fois-ci, c'est Paris qui bloque la livraison des armes à la République centrafricaine au Conseil de sécurité. C'est ainsi que pour lever la réserve, la Russie propose de mettre à disposition des instructeurs russes pour former les soldats centrafricains sur l'utilisation des armes neuves qu'elle met à sa disposition. Des notifications sont adressées dans ce sens au Conseil de sécurité. La Russie va même indiquer la composition des instructeurs. Tout est donc fait et mis à la connaissance des États membres du Conseil de sécurité. À la livraison des armes notifiées, tous les États membres du Conseil de sécurité accrédités en RCA sont présents. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie,
le Royaume-Uni via la représentation de l'Union européenne. Voilà comment la Russie entre officiellement en République centrafricaine. Sur le terrain, les résultats vont être spectaculaires. Les groupes armés qui paradaient et qui faisaient peur à la MINUSCA et ses 16 000 hommes, à Sangaris et ses 1600 soldats vont être mis en déroute. Ce qui n'avait pu être fait en 8 ans va être obtenu en 4 ans, avec entre autres le soutien de l'armée rwandaise en appui. Bien sûr, cette situation suscite des accusations de violation flagrante des droits de l'homme, avec des exactions sur les populations. Assurément, il y en a eu. Il y a eu de grosses bavures dans certaines zones de conflit. Les instructeurs russes qui combattaient sur le terrain avec les forces armées centrafricaines n'ont pas toujours fait dans la dentelle. Ils sont brutaux. C'est à déplorer et à dénoncer, mais sur le terrain, il me souvient que ces violences existaient déjà de la part de la rébellion. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais on se souvient aussi des viols, des actes de prostitution et d'abus sexuels sur mineurs dont étaient accusés les soldats de la MINUSCA à Bambari en 2014 et 2016. Scandale dévoilé par Human Rights Watch et de Sangaris aussi à Bangui. L'affaire est d'ailleurs encore pendante devant la justice. C'est vrai que les autorités, les organisations sous-régionales et l'Union africaine doivent être particulièrement vigilantes sur le comportement des soldats ou des mercenaires de Wagner. On ne doit pas les laisser se livrer à des exactions sur les populations, pas de blanc-seing. Ils ne doivent pas jouir d'une quelconque complaisance. Si la presse internationale met surtout en avant les violations des droits de l'homme, mais également et surtout l'arrivée des mercenaires russes dans cette affaire centrafricaine, il faut reconnaître qu'en peu de temps, sans tambour ni trompette, ils ont considérablement fait reculer les rébellions. Mais à Paris, le président centrafricain est devenu un paria, celui qui a fait venir les mercenaires, celui qui est en train de livrer les richesses de la Centrafrique à la Russie. Bizarre. À aucun moment, personne ne rappelle que c'est Paris, c'est le président Macron lui-même qui l'a mis dans les bras de la force Wagner, que l'on présente partout comme des supplétifs qui agissent pour le compte du Kremlin. Si on avait maintenu Sangaris sur place, il n'aurait jamais pensé à faire recours à eux. Si en retirant contre son gré Sangaris, on lui avait donné des armes, il n'aurait jamais eu recours à cette force. La nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Le président Touadéra a simplement eu une réaction humaine, patriotique sur ce coup. Son principal souci, sa mission est de sauver son pays des rebelles qui déboulent de partout. C'est d'y ramener une certaine paix. Or, les multiples forces internationales qui se sont succédées ici n'ont pas brillé par leur efficacité. Elles n'ont pas réussi à juguler la violence dont sont victimes les populations centrafricaines depuis des décennies. Quand on est sur le point de se noyer, on accepte même de s'accrocher à la queue du crocodile. En plus, pourquoi un Centrafricain refuserait l'aide des Russes? Ils n'ont aucun contentieux qui les oppose. Ils ne sont pas ennemis. Que les Russes veuillent faire des affaires en Afrique, c'est normal. Et ils ne le cachent d'ailleurs pas. Il y a un très bon potentiel de développement. Cela nous permet d'espérer un accroissement du commerce. Dans 4 ou 5 ans, nous pourrons au minimum doubler le volume de nos échanges commerciaux. Les choses sont claires, non? Il vient pour le business et il ne parle pas d'aide ou d'opérations humanitaires. La Russie avance ses pions depuis plusieurs années sur le continent. Elle gagne des marchés en Afrique, sans tambour ni trompette, sans donner de leçons. Elle vient faire du business. Et la jeunesse préfère cette approche de sincérité. Aux dirigeants et responsables africains d'être suffisamment jaloux des intérêts du peuple, d'être avertis, vigilants, pour ne pas se laisser berner comme cela a été le cas avec l'Europe pendant tant d'années. Mais l'heure est au business, au développement. Et la Russie fait aujourd'hui florès dans toute une série de pays d'Afrique, la Centrafrique et beaucoup d'autres, là où nous hésitons à aller. C'est un danger, ça ? Et bien sûr que c'est un danger, parce que la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rétrécir. Enfin, les pays européens, les États-Unis sont en voie de désinfluence en Afrique. Le mot est clairement lâché là par celui qui pendant longtemps a incarné la diplomatie française et qui a été Premier ministre. Pas n'importe lequel, Dominique de Villepin. Il s'agit de conserver son influence. Ce qui se joue ici, c'est d'abord une question d'influence. Or, la France, dans ses errements, a perdu de cette énorme influence qu'elle avait dans ce pays francophone. Les anciens territoires de la communauté française. Elle doit d'abord s'en prendre à elle-même au lieu de s'attaquer aux maillons faibles.
Que le président Macron, dans le journal du dimanche, parle de Touadéra comme président otage des mercenaires est un peu drôle venant d'un chef d'État français. Parce qu'en Centrafrique, tous les présidents ont toujours été otages de Paris. Celui-ci a seulement ajouté un nouveau maître en raison justement des errements de la diplomatie de Paris. Si les leaders et les dirigeants qui se sont succédés à Bangui n'ont jamais été des flèches, s'ils n'ont pas brillé par leur vision, leur amour du pays, s'ils ont trop souvent été mus par leurs intérêts personnels, s'ils sont pour beaucoup comptables de cette situation désastreuse, il faut dans le même temps dire que Paris n'est pas exempt de tout reproche dans l'enfer, dans le chaos qu'est la Centrafrique. Assurément, non. Avec un jeune président à l'Élysée, la jeunesse africaine, j'allais dire, exige que le discours change, qu'il soit sans complaisance, mais de vérité. L'histoire est têtue et on est souvent obligé de le rappeler pour mieux expliquer le présent. Lorsqu'en 1960, la République centrafricaine accède à l'indépendance après la mort dans des circonstances assez troubles de son leader nationaliste Barthélemy Boganda, qui militait à son corps défendant pour les États-Unis d'Afrique latine, voilà le jeune homme à qui Paris remet le pouvoir, David Dacko. Un jeune homme d'à peine 30 ans, totalement aux ordres, sans réelle opinion, sans engagement, complexé, vraiment à la ramasse, qui ne prend aucune décision sans l'accord de papa, papa étant le général de Gaulle. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solide encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France. Énorme, non? Quelle honte! Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. C'est clair que celui-là ne peut pas être contrariant. Un gouverneur noir, sans aspérité, qui veille scrupuleusement sur les intérêts de la France, à qui il doit tout. La France civilisatrice. Et lorsqu'il décide, dans un moment d'éclair de lucidité ou de folie, de prendre langue avec la Chine dans cette période de guerre froide où Pékin représente le diable pour l'Occident, il est aussitôt renversé dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1965 par son cousin Jean Bédel Bokassa. Le colonel Bokassa m'a arrêté, il m'a conduit au Rock Club. Sur la terrasse du Rock Club, il y avait la plupart des Européens de Bangui, notamment des Français réunis. Et là, il m'a présenté, il dit, j'ai arrêté le président Dacko. Le président Dacko a vendu la République centrafricaine à la Chine, à l'URSS et à l'État d'Israël. Tout simplement parce que j'avais reconnu ces pays. J'étais parmi les premiers à reconnaître ces pays. J'arrache la République centrafricaine à ces pays pour la redonner à la France. Vive la France. Ce putsch de la Saint-Sylvestre est clairement et ouvertement orchestré par la France qui met dans le fauteuil un soudard, un ancien d'Indochine qui ne brille pas, vous en conviendrez avec moi, par son QI. Celui qui appelle le général de Gaulle papa et qui n'a pour seul objectif que de lui être fidèle va connaître le même sort que son prédécesseur quelques années après, en septembre 1979. Parce que 2 ans seulement après s'être fait payer par Paris son sacre d'empereur, il s'est cru un peu plus autonome. Parce qu'il n'a pas mesuré son périmètre de liberté, il a osé se rapprocher de Muammar Kadhafi de Libye, un proche de Moscou qui manifestait quelques velléités d'expansion. Alors sans ménagement, sans diplomatie, sans même y mettre la forme, au mépris de toute règle de diplomatie et même de bienséance, un soir du 20 septembre 1979, on a remis son prédécesseur David Dacko, qui a fait allégeance et qui irait à Paris dans un avion, un Caravelle, pour reprendre le pouvoir en Centrafrique. C'est dans un avion des forces françaises qu'il débarque à Bangui pour reprendre le pouvoir. C'est l'opération Barracuda. On lui a carrément donné un nom de code à ce putsch. Ça, c'est l'histoire de la Centrafrique. Je vous épargne les autres épisodes tout aussi rocambolesques, tout aussi ubuesques, d'André Kolimba, d'Ange-Félix Patassé et de François Bozizé, qui sont à chaque fois presque identiques dans le déroulé. Mais je ne résiste pas à la tentation de raconter cette scène surréaliste à laquelle j'ai assisté accidentellement. Alors que nous sommes à Niamey, au sommet de la Sensad, en 2003,
la CENSAD étant la communauté des États sahélo-sahariens, au cours de la soirée qu'offre le guide Muammar Kadhafi à ses homologues, avec un de ses défilés de mode qui lui servait de prétexte pour son marché de chair fraîche, je reçois un coup de fil du capitaine Paul Baril, ancien commandant du GIGN français à la retraite, baroudeur parmi les baroudeurs, créateur de la cellule antiterroriste de l'Élysée, qui à ce moment-là, avec ses hommes, vous voyez, je n'ai pas dit mercenaires, il stationne à Bangui pour protéger officiellement le régime du président Ange-Félix Patassé. Il me dit au téléphone, « Écoute Alain, Paris m'a intimé l'ordre de m'éloigner de Bangui avec mes hommes. Je pense que Déby et Paris se sont finalement mis d'accord pour faire tomber Patassé. Puisque je ne veux pas qu'il soit tué, peux-tu discrètement parler à ton ami Hama Amadou, le premier ministre du Niger d'alors, pour qu'il ne le laisse pas rentrer demain à Bangui. Perturbé, je m'en ouvre au président Amadou Toumani Touré qui était assis à côté de Patassé. C'est celui à qui je pouvais parler sans crainte, puisque Hama Amadou n'était pas accessible sur le lieu. À la fin de la soirée, il tient par la main le président Patassé, qui avait du mal à marcher, et le raccompagne à sa voiture. Mais il ne lui dit rien. Ne me demandez pas pourquoi. Il me demande ensuite d'en informer Hama Amadou. Le lendemain, Patassé remonte dans l'avion sans en être informé. Et c'est lorsqu'il est dans les airs que la tour de contrôle va le tenir au courant de la situation critique à Bangui pour lui éviter d'être canardé à son atterrissage. Têtu ou sûr de son fait comme il l'était, il va tenter d'y atterrir. Mais sous les feux nourris des nouveaux maîtres de Bangui, des hommes de François Bozizé, il va détourner son avion vers Yaoundé au Cameroun. Bozizé est désormais le nouveau maître de Bangui. Encore une décision de Paris. Lorsque l'on révise ces multiples putschs en RCA, on voit bien que tous ces présidents ont toujours été otages. Ils ont toujours été des hommes de paille, des présidents fragiles et aux ordres de Paris qui les changent au gré de ses intérêts. La vérité est que ce qui se joue en Centrafrique est une guerre pour le contrôle des importantes richesses dont jouit paradoxalement ce pays. La Centrafrique, c'est d'abord du diamant, avec une production annuelle de l'ordre de 500 000 carats. Elle occupe le 10e rang mondial par le volume et le 5e rang par la qualité de ses pierres, puisqu'il est présenté comme l'un des plus beaux diamants au monde. Des traces d'or sont relevées dans pratiquement tout le pays. C'est aussi une quantité importante d'uranium, de fer, de cuivre et d'étain. On y trouve aussi une quantité importante de titane, de thorium, pour ne citer que ces richesses minières. Autant de richesses qui, évidemment, aiguisent les appétits et nourrissent les conflits. Toutes les rébellions se concentrent, comme vous pouvez le voir, toujours autour des différentes mines. Cette carte minéralière de la RCA illustre à quel point ce désordre est d'abord une guerre de positionnement autour des minerais. Chaque rébellion occupe une zone minière bien déterminée. Elle s'y accroche de toutes ses forces par la violence. Mais à qui vendent-ils leurs minerais? Qui leur fournit les armes alors que le pays est sous embargo? On ne fabrique pas d'armes en RCA que je sache. Je pense qu'il faut dire les choses avec honnêteté. Paris doit cesser de ne parler que des mercenaires qui prennent le président Touadéra en otage, parce que la plupart des Kenka et même cadres avons encore en mémoire les tristes exploits de Bob Denard et ses mercenaires, qui ont fait et défait de nombreux régimes en Afrique jusqu'en 1995. Nigeria, Bénin, en passant par le Gabon, l'Angola, le Zaïre, les Comores, les Béninois n'ont pas oublié les morts qu'ils ont laissés sur le carreau à Cotonou en 1977 avant de s'enfuir la queue entre les jambes. Toute l'Afrique n'a pas oublié les millions de morts et de déplacés du Biafra, victimes de l'appétit en pétrole du général de Gaulle. Alors peut-être au lieu de donner des leçons, le président Macron, qui est d'une autre génération, devrait séduire par des propositions concrètes, des solutions, des offres de partenariat clairs et précis, qui puissent séduire une jeunesse décomplexée, qui veut des résultats, une jeunesse avide de changement, avec un logiciel plus mondialisé. C'est peut-être de cela qu'il faudrait parler. Parler de développement en commun. Séduire sans essayer de diaboliser l'autre, parce que la démarche est carrément contre-productive. L'Afrique s'ouvre plus que jamais aux autres sans complexe, même si la plupart de ses dirigeants sont à la traîne. Et elle n'entend plus se faire dicter une quelconque conduite. Le développement est son idéologie, la seule, l'unique. Les autres concepts importés sont désormais analysés et critiqués sans complexe par les jeunes. Ils ne sont pas comme ceux de ma génération qui étaient des éponges et absorbaient toutes les idéologies et concepts de façon religieuse, sans recul. Ils n'ont pas besoin d'appliquer tous les modèles importés et appris dans les grandes écoles occidentales. Ils savent faire la synthèse. Ils savent définir ce qui est bien pour eux. À la France de s'y adapter,
au risque de perdre toute son influence. L'heure des leçons de morale est révolue. Et je pense que ce concept d'amis et d'ennemis est une chronique que je vous proposerai dans quelques jours. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. Merci pour votre soutien, pour votre partage. Si vous avez apprécié cette chronique, faites-moi plaisir, likez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vos commentaires sont évidemment les bienvenus. Attention aux pages Facebook, Twitter, LinkedIn qui publient des textes, des articles qu'ils signent de mon nom. Ils sont tous faux. Je n'en possède pas et je ne vous solliciterai jamais pour un quelconque deal commercial. À bon entendeur, salut.